Lorsqu'un messager vient avec une information qui dérange, on attaque le messager et pas le message. On peut dire qu'il y a une offensive judiciaire qui se fait maintenant sur la presse et l'expression de manière plus générale, parce qu'on se rend compte que de nombreuses personnes qui se prétendent victimes de propos diffamatoires, et elles ont tout à fait le droit de prétendre qu'elles sont victimes et de demander à ce qu'un juge la connaisse, parce qu'il est quand même très important de rappeler qu'il n'y a que le juge qui peut décider si tel ou tel journaliste ou média aurait abusé de son droit à sa liberté d'expression, contourne cette loi en réalité. On a vu s'émerger ça il y a quelques années, où finalement on décidait de poursuivre pour un propos ou un document qui était mis en ligne dans un article, et on ne poursuivait pas l'article, mais on poursuivait le document publié en expliquant que ici c'était un faux, qu'ici il provenait d'une manipulation ou de choses comme ça. Et donc par ce biais-là, on arrive finalement à poursuivre sur le terrain du code pénal en reprochant une infraction pénale et non plus l'infraction de droit de la presse classique, qui est celle de la diffamation, qui depuis près de 25 ans est le code de la route et la loi qu'on doit scrupuleusement respecter, aussi bien lorsqu'on est le journaliste, parce qu'il y a évidemment des devoirs, mais il y a aussi des droits, et pour la partie civile, elle doit vraiment se cantonner et respecter le cadre fixé par la loi. Et on voit émerger de plus en plus une volonté de contourner cette loi. Alors, pourquoi est-ce que les personnes le font? Parce qu'elles pensent peut-être que les juges sont trop protecteurs de la liberté. Il y a peut-être un courant de personnes qui pensent que les décisions sont trop protectrices de la liberté et pas assez, finalement, de l'atteinte et l'honneur à la considération des victimes. Et donc on voit quand même émerger soit un contournement, soit sinon des procédures judiciaires mises en œuvre contre des médias qui n'imaginaient pas que leur papier pourrait amener à une telle riposte judiciaire. Un média qui reçoit une citation directe devant un tribunal correctionnel ou une assignation incorporée devant un tribunal civil, c'est quelque chose de terrible pour un média, parce que ça veut dire un risque financier possible, une atteinte à la réputation, parce que les gens communiquent énormément pour dire on a poursuivi, et donc le grand public se dit ah bah oui, bah si telle personne conteste et poursuit, c'est bien qu'il y a quelque chose à dire, hein, finalement. Et donc ça veut dire pour un média, c'est une mobilisation importante, une crainte et surtout un effet sur l'information, parce que c'est ça qui compte. Vous savez, la grande phrase, c'est lorsqu'un messager vient avec une information qui dérange, on attaque le messager et pas le message. Et on voit que finalement, ce vieux précepte de philosophie, peut-être grecque ou romaine, hein, pardon, je ne suis pas un spécialiste, il se traduit aujourd'hui parce que finalement, on met en œuvre des procédures qui, en réalité, ont des effets directs sur le média et beaucoup moins sur le message. Et ça a un effet collatéral. On voit même, par exemple, ce qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années, c'est maintenant on annonce qu'on dépose plainte en diffamation. Et la réalité factuelle, c'est qu'il n'y a jamais de dépôt de plainte. Mais lorsqu'on vous dit « je dépose plainte », le public se dit « ah, bah, il va y avoir un procès, c'est faux ». Et vous voyez, et c'est pas... Ce que je trouve assez terrible, c'est que ce ne sont pas que les grands groupes qui font ça. Vous voyez, et on a une dérive même récente de certains courants politiques qui viennent décrédibiliser des journalistes, mettre en cause l'enquête réalisée, sans jamais saisir un juge. Et là, on a, à mon sens, une attaque frontale contre le cœur de la démocratie, parce que si on en est à simplement sur un plateau de télévision ou à la radio venir dire que tel papier, tel ouvrage serait faux, ce qui ne veut rien dire, une information elle n'est pas fausse. La protection du journaliste, c'est est-ce que l'information que vous avez publiée, elle porte atteinte à l'honneur ou à la considération? Elle peut être vraie, mais elle doit obéir à ça. Mais si on n'a pas ce mécanisme judiciaire qui permet la régulation, parce que le juge, c'est ça son intérêt, son office. Il régule et on lui a quelque part, la Constitution lui a donné cette mission de venir dire si effectivement tel média a cette expression. Mais vous comprenez que si les gens ne font que finalement du débat judiciaire à la télé, il n'y a plus de débat judiciaire. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Plus de protection. Parce que le média se trouve évidemment esselé face à une campagne médiatique terrible. Et ça peut avoir un effet catastrophique sur la volonté qu'auraient d'autres journalistes de reprendre l'information, de la poursuivre, de la compléter. Or, une information, elle vit, elle progresse, elle ruisselle. Et là, on a des effets, véritablement, une chape de plomb, en fait, qu'on met sur l'information et sur le messager. Parce qu'encore une fois, c'est surtout bien comprendre qu'il
une procédure judiciaire en diffamation, c'est aussi et avant tout une attaque contre le journal. Nicolas Sarkozy a été une personne qui a contourné le droit de la presse, notamment dans l'affaire libyenne, puisqu'il avait décidé de ne pas poursuivre l'article de presse qui a été publié par Mediapart, mais cette fameuse note Moussa Koussa où il avait argué qu'elle était fausse alors que tous les tribunaux et la Cour de cassation ont dit qu'elle était, en tout cas qu'il n'y avait aucun élément pour démontrer que ce n'était pas un faux document. Et c'est vrai qu'on a vu émerger des procédures en plus parfois non contradictoires auprès de tribunaux de commerce, voire même de juges civils dans d'autres cas, où les juges finalement n'ont pas forcément cette culture démocratique de la protection de la liberté de la presse. Et c'est un problème parce qu'on se rend compte que finalement, on aurait besoin d'avoir des magistrats qui soient encore plus formés à ce réflexe démocratique et de dire attention, la demande qui m'est faite, elle porte une atteinte à un droit qui est constitutionnel, qui est protégé par la Convention des droits de l'homme, par notre loi interne. Je dois donc faire attention et voir si effectivement on me met dans la position de pouvoir répondre à la question. Je pense que c'est aussi un problème de culture démocratique et de réflexe, et aussi de se dire à un moment, ah, la presse en fait trop. Peut-être qu'il y a des magistrats, et je pense que c'est un courant quand même qu'on voit émerger beaucoup dans la société civile, c'est que la presse s'occupe trop des affaires, et finalement, la presse a trop de pouvoir, la presse fait finalement le droit, ce qui est quand même une aberration. La presse ne fait que permettre aux citoyens de contribuer, de réfléchir, de s'élever démocratiquement pour que des sujets d'intérêt général qui sont traités, on puisse leur apporter la lumière qu'ils méritent. Vous savez, souvenez-vous, c'est toujours on nous oppose toujours le secret. Mais une information générale, il n'y a pas de secret. C'est vrai, mais alors il y a quand même un élément qu'il faut savoir, c'est que lorsque un journal est poursuivi, il a un premier moyen de défense qui est le fait de faire une offre de la vérité, de preuve de la vérité du fait diffamatoire. Et dans ce cadre-là, il peut produire tous les documents. Il n'y a pas de limitation à la production de documents. Là où la loi sur le secret des affaires est venue quand même, je pense, percuter, si vous m'autorisez ce terme, le développement de l'information, notamment par Internet, c'est que Internet est un outil fantastique de mise en ligne de documents. C'est-à-dire qu'on avait enfin, pour nous les lecteurs, la possibilité de comprendre quelle était l'enquête du journaliste. C'est-à-dire que ce n'était pas comme avant, dans un média classique de la presse papier, c'était impossible de publier un document de 50 pages, alors que là, maintenant, on interprète et on donne une opinion vérifiée sur un document, on le met en ligne, et donc on permet au lecteur de se faire juge de ce qu'effectivement, est-ce que le journaliste a bien fait son travail. Et là, on voit la problématique, c'est que, alors que le journal peut, dans le cadre de sa défense, produire tous les documents, la loi peut limiter son droit à la communication de documents qui viennent étayer les informations qui sont publiées. Donc il y a toujours cette problématique de savoir jusqu'où on peut aller dans la publication des documents. Après, il y a, j'ai le souvenir d'un vieux dossier où on avait précisément fait juger que la publication de documents ne relevait pas du secret des affaires. Ou alors, parce que la presse c'est quand même ça, c'est que c'est toujours la violation d'un droit. Vous savez, la presse, c'est la mise en balance de deux droits. C'est la protection d'un droit, que ce soit l'honneur et la considération, ici la vie privée, ici le droit à l'image, ici le secret des affaires, et l'intérêt de l'information, la contribution à l'intérêt général. Le juge, il n'y a pas de règle, j'allais dire générale, ce n'est que du cas par cas. Et en fonction de l'importance de l'information qui peut être révélée, même si le journaliste aura effectivement violé le secret des affaires, le juge peut considérer que cette violation était nécessaire pour permettre précisément la contribution à un sujet d'intérêt général. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est vraiment la notion d'intérêt général qui guide complètement j'allais dire, le regard du juge sur le dossier. Il y a des dossiers, et je sais que dans le métier d'avocat, parfois les avocats ne sont pas forcément d'accord avec leurs clients, parce qu'on peut estimer que l'intérêt général qui est revendiqué dans l'information ne nous apparaît pas à nous, avocats, suffisante pour autoriser la violation d'un droit. Et ça, après, c'est le journaliste qui décide, c'est son impérium, c'est à lui de décider. Et parfois, on est entièrement d'accord et on dit, là, on peut y aller, on prend un risque. Vous savez, c'était la célèbre affaire Bettencourt que Mediapart a connue, où on a eu deux décisions totalement différentes. Une décision devant une juridiction civile qui a considéré que les révélations sur Madame Bettencourt et son état de santé portaient atteinte à son droit à sa vie privée,
alors que le juge pénal saisi des mêmes éléments et avec les mêmes personnes a lui considéré que l'intérêt général commandait à ce que effectivement on ait porté atteinte au droit à la vie privée de Mme Bettencourt. Vous voyez, c'est toujours une appréciation au cas par cas. C'est ce qu'on appelle cette espèce de balance que le juge, le contrôle de proportionnalité, que le juge met en œuvre avant de trancher si oui ou non il y a un abus. Parce que le principe, c'est quand même la liberté. Le juge ne peut venir que dans des cas limités. Il faut que ce soit défini, strictement limité par la loi, définir si effectivement il y a un abus qui aura été commis. Moi, j'aurais tendance quand même à penser que les juges sont assez protecteurs de la liberté. Je trouve que ils ont quand même, on a vu émerger ça sous l'influence notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, une jurisprudence très importante sur la notion d'intérêt général. Alors qu'avant, on avait les critères classiques de ce qu'on appelle la bonne foi, qui est le second moyen de défense, qui est 99% des dossiers se gagnent sur la bonne foi, où c'était avant 4 critères qu'il fallait établir. Et là, on voit maintenant de plus en plus que si le sujet d'intérêt général est majeur, comme le disent certaines décisions, on a tendance parfois à être moins exigeant sur les autres critères. Parce que finalement, on peut et on doit finalement permettre au public, malgré tout, même si finalement l'enquête ne serait pas complète, totale. Vous voyez, avant on parlait d'enquête sérieuse, maintenant on parle de base factuelle suffisante. Vous voyez, on a même évolué parce que c'est pour faire émerger finalement des informations qui sont plus difficiles à obtenir. Déjà, je trouve que c'est une très belle initiative parce que je pense qu'il y a beaucoup de médias indépendants, notamment qui verront cet appui et cette aide financière majeure parce que un journaliste qui fait un papier n'est pas forcément encadré d'une rédaction avec des gens qui ont l'habitude, avec un directeur de la publication qui va soutenir, qui va avec des moyens financiers, des moyens humains, et c'est quand même très important. Et aussi, ça permet de donner un peu plus de courage aux journalistes, parce que notamment, on a dans le droit français des dispositions qui permettent de venir demander au juge, dans le cas d'une procédure de presse, de juger que la procédure est abusive et que la constitution de partie civile, le fait de se plaindre devant le tribunal, obéirait à la définition d'une procédure abusive. Et on a vu ce texte, qui est l'article 472 du Code de procédure pénale, poser des conditions qui étaient assez strictes. Il fallait que la victime ait saisi directement le tribunal judiciaire, qui est correctionnel, et il fallait qu'on ait une décision de relax. Donc vous voyez, 2 conditions quand même complexes. Alors que ce qu'on savait, c'est que les affaires de presse, dans 95%, enfin dans une grande partie des cas, elles étaient faites au moyen d'une plainte avec constitution de partie civile, et donc c'est tout un processus judiciaire différent. Donc déjà, on se demandait, est-ce que finalement, on obéit à la première condition, parce que la victime n'a pas saisi directement le tribunal. Deuxièmement, on a vu aussi, et vous voyez, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est sur des effets un peu d'atteinte aux messagers plutôt qu'aux messages, c'est que les gens saisissent les tribunaux et quelques jours, quelques mois avant l'arrivée de l'audience des plaidoiries, ils se désistent. Là encore, on n'était pas complètement dans les cas posés par le texte parce qu'il n'y a pas de décision de relax. Un désistement, ça veut dire que la personne retire sa plainte, et en matière de presse, c'est un cas particulier, c'est-à-dire que c'est la partie civile qui a la maîtrise de l'action publique. C'est-à-dire que c'est lui qui décide. Si je retire ma plainte, le procureur de la République, c'est la différence avec tous les autres délits, ne peut rien faire. Et on a vu des avocats qui ont tenté de faire évoluer la jurisprudence et le texte pour permettre précisément à ce que dans cet article, on intègre cette fois-ci, y compris les cas des désistements. Et j'ai en mémoire une des premières décisions, je pense, qui avait été rendue en matière de désistement, c'était pour un article de Mediapart, sous la signature de Laurent Mauduit, qui est un article contre les caisses d'épargne à l'époque, en 2007 si je ne me trompe pas, et où les caisses d'épargne avaient lancé 11 plaintes, parce qu'il y avait 3-4 articles de mémoire et ils avaient déposé des plaintes pour des personnes différentes, et ils s'étaient désistés une semaine ou quelques jours avant l'audience. Et on avait obtenu de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris la condamnation des caisses d'épargne à une procédure abusive qui n'incluait simplement que le remboursement des frais qui avaient été exposés. Vous voyez, c'est pas encore suffisant parce qu'il faut aussi que les condamnations, elles aient un effet un peu de réflexion sur les parties. Se dire, ah, bah, attention, parce que maintenant,
au même titre que si j'appuie sur le bouton d'une procédure judiciaire et donc je crée une force et un mouvement contre le média, il faut que le média puisse aussi, par le risque judiciaire reconventionnel qui pourrait être ordonné par le juge, que la partie qui a poursuivi se dise « attention, je peux être condamné lourdement ». Là aussi, on a évolué parce que traditionnellement, il fallait que la procédure était engagée de manière téméraire ou avec une légèreté blâmable. Ça voulait dire, autrement dit, que les propos n'étaient manifestement pas diffamatoires. Oui, mais bon, c'est pas suffisant parce que quand vous avez un média, un groupe ou une personne qui poursuit 4-5 médias, si les propos sont diffamatoires, et moi je considère que la manière dont la procédure est menée, indépendamment de son caractère diffamatoire, doit permettre au juge de considérer que, effectivement, la partie civile peut avoir abusé de son droit d'ester en justice. Je vous donne un exemple. On a défendu, il n'y a pas très longtemps, une personne qui était citée à Paris, alors que les faits qui lui étaient reprochés, son domicile, la partie civile, étaient à près de 7 ou 8 000 km de Paris. Ça veut donc dire que cette personne physique, toute seule, était contrainte, elle, de venir à Paris pour s'exprimer. Donc, vous voyez, c'est des frais de déplacement, des frais de vie courante et donc laisser aussi son activité professionnelle. Et on avait, nous, demandé, alors que les propos étaient diffamatoires, de dire que la manière dont avait été mise en œuvre la procédure reflétait une intention de nuire particulière, avec une volonté peut-être de ne pas garantir, ne pas permettre à la personne d'avoir la plénitude des droits de la défense. Vous voyez, je voyais récemment dans un dossier un de nos confrères, Richard Malka, qui a soulevé en matière de presse, ce qu'il faut le savoir, c'est que sur Internet, dès qu'on a accès quelque part aux documents sur Internet, tous les tribunaux sont compétents quasiment. Mais il avait une affaire à Monaco et la partie civile avait saisi Nanterre. Je me suis dit, mais quel est l'intérêt de saisir Nanterre? Eh bien là, il a soulevé une incompétence territoriale. Ça lui a été évidemment rejeté et ça, c'est malheureux, c'est pour l'instant l'état du droit, mais ça peut changer. Mais vous voyez, je trouve que ça montre aussi que le choix de la juridiction, la manière dont on va poursuivre, est-ce qu'on poursuit 1, 2, 3, 15 passages d'un article? Est-ce qu'on poursuit tous les articles? Est-ce qu'on poursuit l'auteur de l'article simplement et pas l'auteur de la publication, ou vice-versa? Vous voyez, il y a aussi une manière de mettre une forme de pression, d'intimidation sur les personnes par les modalités de mise en œuvre des procédures judiciaires. Et je pense qu'il faut que les tribunaux accompagnent ce mouvement, parce que déjà, premièrement, ça permettra peut-être une limitation de la saisine des tribunaux, parce que c'est quand même un problème, parce qu'à l'heure actuelle, un procès de presse, c'est à Paris, dans le meilleur des cas, peut-être 2 ans, et si c'est une plainte, il y en a peut-être pour 4 ans, vous voyez, donc c'est un moment où on se dit, mais je vais vous dire, même pour une personne qui s'estime victime, moi je fais partie des avocats, et pourtant je fais quasiment majoritairement de la défense, mais il faut que les victimes aient accès au tribunal. Il faut qu'elles puissent se plaindre d'une publication. C'est la contrepartie du droit de l'expression. Mais quand vous êtes 4 ans après, ça n'a plus tellement de sens. Et vous voyez, au bout de 4 ans, si la personne se désiste, est-ce que finalement elle a abusé de son droit, ou est-ce que légitimement on peut se dire que 4 ans après, il n'y a plus tellement d'intérêt? Donc vous voyez, ça permettrait aussi de pouvoir restreindre des procédures et de faire comprendre aux parties civiles, à ces groupes ou à ces particuliers, qu'on ne saisit pas n'importe comment une juridiction pénale et que ça a évidemment un effet sur le média qui a porté l'information. C'est pas simplement qu'une question de médias, c'est que c'est aussi une question de société, de culture démocratique. On doit pouvoir accepter à un moment que la presse s'exprime. On doit pouvoir accepter que les parties agissent, mais elles ne doivent pas abuser de leurs droits. Il y a sinon une autre possibilité, mais qui n'est pas encore prévue par le texte, qu'on avait soutenu une première fois, mais qui a pour l'instant, je crois, jamais été mise en œuvre judiciairement, c'est qu'une partie civile, lorsqu'elle agit, elle peut demander évidemment la suppression des propos diffamatoires, mais elle peut demander également un communiqué judiciaire. Et nous, on l'avait tenté pour Mediapart une fois, et le juge avait considéré que nos demandes étaient recevables, mais ne nous avait pas fait droit à la demande, c'est de venir ordonner la communication sur le site internet de la partie poursuivante, d'un communiqué disant que la partie civile a été condamnée pour procédure abusive. Parce que ça aussi c'est important, vous voyez, il faut qu'on puisse aussi, que la condamnation pour procédure abusive, si elle intervenait, il faut
on doit le faire savoir. Et il faut que la personne qui a tenté une action, elle puisse se dire, attention, j'ai un risque de condamnation financière. Alors vous me direz, les condamnations financières, elles ne sont pas encore à la hauteur de celles qu'on peut voir aux États-Unis, donc il n'y a pas de risque de condamnation pour procédure abusive vienne remettre en cause la santé financière d'un groupe. Mais par contre, avoir un communiqué judiciaire sur le site internet de la partie civile poursuivante, disant que le tribunal de Paris, par exemple, a condamné telle société pour procédure abusive à raison de la procédure qu'elle avait engagée contre tel média, ça c'est autre chose. Vous voyez, là, on commence déjà à se dire, la réputation du groupe ou de la personne, il n'y a pas besoin finalement, vous voyez, il faut juste trouver des bons outils juridiques pour permettre à ce que nous puissions tous savoir ce que font les gens. Parce que, vous voyez, vous évoquez les procédures bâillons. Mais si vous n'êtes pas un adepte de la presse et que vous n'êtes pas sensibilisé à ces procédures-là, on n'est jamais au courant de tout ça. On est au courant que les gens annoncent des dépôts de plainte. On ne sait jamais si les plaintes ont été déposées. Premièrement. Mais si une procédure est abusive, alors il y a certains cas où les confrères journalistes font le travail et font des papiers. Mais je vais vous dire, le mieux, c'est la publication d'un communiqué judiciaire. Vous voyez, regardez, quand on a les conventions judiciaires d'intérêt public, ce qu'on appelle les CJIP, elles sont publiées sur le site du ministère idoine. Ben, je peux vous assurer qu'une société, avant qu'elle accepte de signer une telle convention, elle réfléchit parce qu'elle sait qu'on va tous le savoir et que ce n'est pas simplement que la presse, c'est-à-dire que c'est une information qui sera donnée à tout le monde. Je pense qu'on doit rétablir l'équilibre des droits et considérer qu'en cas de procédure abusive, on peut et on doit avoir des dommages et intérêts. Alors, ils sont pas élevés, les dommages et intérêts. Et il faut le savoir, même y compris lorsqu'on est poursuivi et qu'on est condamné pour diffamation, c'est la condamnation pour diffamation qui crée le plus dur. Les dommages et intérêts sont, fort heureusement d'ailleurs, ou alors, vous voyez, est-ce qu'on n'aurait pas un équilibre à dire très bien, ben, maintenant je mets des très grosses condamnations lorsque le travail de justice n'était pas bien fait, et moi je suis, je vous le dis, un adepte de ce que les juges disent aux journalistes quand ils font mal leur boulot. Pas simplement en condamnant pour diffamation, mais certaines fois en disant, ben, attendez, vous n'avez pas compris, on va vous condamner de dommages et intérêts très, très lourds. Et on doit avoir le pendant avec la procédure abusive, mais comme la victime peut avoir un communiqué et qu'elle peut, le faire insérer dans le site du média, dans 3 journaux nationaux, dans 3 journaux de la presse régionale, ben parfait, que le prévenu ait le même droit en retour de faire insérer un communiqué judiciaire sur le site. Et je peux vous assurer que là, ça peut faire réfléchir. Parce que finalement, je vais vous dire, lorsque vous avez une condamnation de procédure abusive, quand vous l'avez, c'est pas les juges, vous voyez, parce que c'est problématique. Il faut vraiment qu'on soit quand même, qu'on démontre une intention de nuire au-delà de la défense de son état, de son honneur et de sa considération. Et ben, il faut qu'on puisse quand même venir dire à un moment, ben, vous avez abusé ce droit-là, mais on doit pouvoir le faire savoir. Et ça ne doit pas être le média qui fait, comme on voit certaines fois, les médias se félicitent d'avoir gagné et d'avoir une condamnation pour procédure abusive. Mais les gens disent oui, c'est encore tel média qui fait sa propre publicité. Très bien, et je peux entendre cette interprétation. Objectivons ce moyen de défense et consacrons la possibilité pour les médias de faire insérer un communiqué judiciaire au même titre que la victime peut le faire. Et il n'y a pas de texte qui le prévoit pour la partie civile. Nous, on l'avait tenté et voilà, on avait eu un début de recevabilité de la demande. On nous avait dit votre demande est recevable, mais bon, c'est pas utile. Or, je pense que là, vous voyez, ce sont des outils qui peuvent faire beaucoup plus réfléchir les groupes. Parce que là, imaginez un grand groupe industriel qui a sur son site internet pendant 1 mois un communiqué du tribunal judiciaire de Paris disant que tel groupe a été condamné pour procédure abusive. Ça fera réfléchir.